D'abord, merci à Marie, merci à la Poste d'avoir organisé cela. Moi, mon message, il est simple. C'est un message qui est assez fascinant et qui est un peu un choc culturel pour la France. On a toujours sous-estimé dans l'histoire du monde l'apport des technologies. Il faut savoir que les Américains, après la guerre, ont pu imaginer, comme Montesquieu voulait le faire, de développer le commerce à l'échelon mondial, tout simplement parce qu'il y avait deux technologies, le téléphone pour augmenter la circulation d'informations et le container pour baisser le prix du transport. Il y a 15 ans à peu près, le président Carter aux États-Unis avait réuni autour de lui ce qu'il appelle son staff stratégique, la défense, les Silicon Valley, etc., pour leur dire « Nous voyons émerger une technologie nouvelle, Internet. Comment cette technologie peut permettre aux États-Unis de rester la première puissance économique et politique au monde ?» Et ce qui est totalement fascinant, c'est le choc culturel où les Américains considèrent l'outil comme un moyen, alors que nous, les Européens, on considère l'outil comme une fin. Résultat, aujourd'hui, l'industrie, la capitalisation mondiale boursière sur les entreprises numériques, c'est 2% en Europe. Et dans le continent numérique qui est en train de se mettre en place, 80% d'Américains, 20% d'Asiatiques. Deuxième élément, nous restons encore dans une gestion du pouvoir et de l'autorité, de la domination, et où les élus considèrent que gérer un territoire, c'est un prince, une religion, un territoire. Le numérique, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il fait exploser les frontières. Plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, et un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde. Plus personne ne maîtrise la circulation des idées, plus personne ne maîtrise la circulation des hommes, même si on met des murs, la désespérance franchira toujours ces murs, et plus personne ne maîtrise la circulation des marchandises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre logique, qui consiste à se sentir propriétaire d'un territoire, gérer un territoire, est en train d'être complètement dépassée. Ce qui est important, ce n'est pas de gérer un territoire, c'est d'attirer sur ce territoire. Quelles sont les politiques que je dois mettre en œuvre pour que les jeunes du monde entier aient envie d'apprendre chez moi et que les capitaux du monde entier aient envie d'investir chez moi? C'est une inversion de l'offre. Le troisième élément, c'est que l'économie dans laquelle nous rentrons, c'est l'économie de l'intelligence et de l'innovation. Toute la stratégie de conquête des territoires, d'augmentation des espaces, était faite pour appréhender la gestion des sols et des sous-sols. Et l'on voit bien tous les conflits que l'on a aujourd'hui. L'économie dans laquelle nous sommes, c'est l'économie de l'intelligence, de la mobilisation du talent. Ça veut dire que dans cette affaire, le regard qu'on porte sur l'homme est un regard qui doit inverser la culture française. Nous, on a mis tout le monde dans des cases, dans la normalité. T'es jeune, t'es vieux, t'es chômeur, t'es pas chômeur, t'es handicapé, t'es pas handicapé. Cette vision d'ingénieur avait tendance aussi à mettre en place des politiques sociales de compensation du handicap. T'es pas dans la norme, qu'est-ce que je dois faire pour te remettre dans la norme? Cette inversion est complètement dépassée. Et le regard que nous devons avoir, ce n'est pas, par exemple, sur le système éducatif. Ce n'est pas de sanctionner les échecs, c'est de valoriser les talents. Ce n'est pas d'acquérir des connaissances, c'est d'éveiller les consciences. Car sinon, nous allons avoir un esclavage moderne d'hommes et de femmes qui vont être manipulés par des émotions collectives. Et l'on voit bien que dans cette affaire, l'élève qui échoue, ce n'est pas un raté, c'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur, ce n'est pas un inactif, c'est une intelligence inexploitée. La personne âgée, ce n'est pas une personne inutile, c'est quelle est sa capacité d'intelligence au profit d'un territoire. Et comme nous rentrons dans une économie cérébrale, dans une économie de la connexion, il peut y avoir des AVC territoriaux, il peut y avoir des infarctus territoriaux. Mais la connexion, c'est la fluidité de l'information, l'échange de l'information, la plus-value. Ça veut dire que tout notre système fiscal qui est basé sur la richesse des sols est complètement dépassé puisqu'il va falloir faire la fiscalité sur les flux financiers, les flux de consommation. Ça veut donc dire que nous sommes dans un moment fascinant où le système ancien est en train de s'interroger sur comment préserver une solution d'hier, alors que le monde nouveau est en train d'apparaître et va le contester. Posez-vous la question de savoir pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, ce sont les partis anti-système qui sont en train d'émerger. On veut virer les vieux, on veut, etc. Et que les Français sont en train de choisir un chemin de désobéissance citoyenne en prenant les populismes et les simplismes pour virer la classe politique traditionnelle parce qu'elle ne leur apporte pas ce qui est au cœur de cette réussite numérique, la notion d'espérance. Les peuples ont un incroyable besoin de croire. Si vous n'arrivez pas à faire convaincre la population que la plus-value du futur est plus importante que la moins-value du quotidien qu'on doit remettre en cause, les résistances seront trop fortes et les violences importantes. Donc nous sommes dans un moment fascinant
Parce que la plus-value de la France est extraordinaire. L'obsession des Allemands, c'est le process. L'obsession des Anglais, c'est le résultat. La force de la France, c'est la créativité et l'inventivité. Le drame de la France, c'est qu'on a horreur des rebelles, on a horreur de la contestation, et quand on a le pouvoir, on a horreur des contre-pouvoirs. Or, il faut aujourd'hui retrouver la gourmandise du futur, la prise de risque. Notre fiscalité est une fiscalité de la rente et pas de l'innovation. Et nous sentons bien que si nous ne prenons pas garde, nous risquons d'être zappés de cette aventure humaine qui est assez fascinante et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nous sommes en train de basculer. Tout notre système était basé sur la consommation, sur l'acquisition. La croissance faible dans laquelle nous allons rentrer, c'est ma théorie, fait que je crois que les technologies aujourd'hui accélèrent les process, accélèrent la vitesse de l'information, mais que pose un vrai problème, elles ne créent pas de croissance. Et c'est la fin des idéologies politiques. Les ultralibéraux pensaient que l'autorégulation du marché allait tout faire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que 1% de la population mondiale possède 50% de la population. Va se poser la problématique de l'acceptation sociale. Vous ne ferez pas bouger les choses si vous ne reprenez pas une temporalité où les personnes prennent conscience des enjeux, puis ensuite participent au débat, puis ensuite adhèrent à la décision politique. Personne ne mettrait ses ceintures de sécurité s'il n'avait pas eu le temps de maturer que ça sauvait des vies. Personne n'arrêterait de fumer, si, etc., etc. Et aujourd'hui, à l'échelon de la planète, le changement climatique, chacun a compris que son comportement pouvait avoir un effet positif sur l'avenir. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Nous sommes dans un momentum politique extraordinaire. La technologie, par le robot, par la mécanique qui est en train de se mettre en place, nous sommes en train de robotiser les hommes et d'humaniser les robots. Et ça veut dire que c'est la place de l'humain qui va être en cœur. Nous avons complètement fait basculer, déshumaniser la planète depuis 50-60 ans, puisque nous avons transformé l'homme, non pas en satisfaction des besoins, mais en satisfaction des envies. C'était le ressort de la société de consommation. Ceci crée des frustrations, et l'homme valait plus pour ce qu'il dépensait que ce qu'il pense. Or, aujourd'hui, comme nous allons rentrer dans un système de croissance faible, la société d'acquisition, qui était notre génération à nous, va passer par la société d'usage et donc de partage. La société du bien va évoluer vers la société du lien. Car la formidable technologie numérique, c'est qu'on peut téléphoner à l'autre bout du monde, avoir des tas d'amis, mais quand on a des problèmes, on n'a plus de copains. Et l'isolement est aujourd'hui le drame de notre société. Et donc la patte humaine est importante, comme dans toute technologie. Et c'est un défi redoutable parce que l'on doit aussi passer de la société de la performance, qui était exigée par tous, y compris sur l'esthétisation des corps, et qui était une double contrainte, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes non pas dans des fatigues physiques, mais dans des fatigues psychiques, fait que paradoxalement, nous allons passer vers la société de l'épanouissement. Car valoriser le capital humain, c'est permettre à quelqu'un de tirer le meilleur de lui-même. Comme disait Céline, il n'a plus assez de musique dans son cœur, la technologie, c'est d'essayer de mettre de la musique, sinon, le drame que nous sommes en train de vivre, c'est que les gens qui ne réussissent pas leur vie ont envie de réussir leur mort en détruisant les autres. Donc nous sommes dans un moment politique majeur d'une découverte brutale de la fragilité de la nature par la COP21 et de la fragilité de l'humain. L'humain humilié parce qu'il est écarté d'un système économique qui n'en veut plus, de l'humain qui est en situation d'échec ou de l'humain qui se sent inutile. Or, cette brutale réapparition dans le collectif que le numérique nous permet d'avoir, de cette fragilité, fait que l'on ne accorde de la valeur qu'à ce que l'on croit fragile, parce que ce qui est fragile, c'est ce que l'on a peur de perdre. La fragilité d'un amour, la fragilité d'un travail, la fragilité d'un territoire, la fragilité, etc., etc. Et cette fragilité brutale de la nature, alors que notre philosophie croyait que l'homme pouvait dominer la nature, fait qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut respecter la nature. Mais c'est en respectant la nature qu'on respecte l'autre. Les vrais défis aujourd'hui, c'est le défi de l'autre. La technologie, est-ce qu'elle va éloigner de l'autre ou est-ce qu'elle va nous rapprocher de l'autre? Et ça pose de vrais débats, parce que nous voyons bien que si nous n'y prenons pas garde, si nous n'arrivons pas, si notre système éducatif continue à vouloir remplir les têtes de connaissances, alors que les connaissances seront dans l'ordinateur, et que les algorithmes vont nous aider à traduire cet excès d'informations. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est que les avocats ne peuvent plus connaître toutes les jurisprudences. Et aux États-Unis, ce sont les algorithmes qui, par votre cas particulier, donnent la jurisprudence adaptée. Aux États-Unis, ils mettent en concurrence des ordinateurs et des cancérologues pour voir la capacité d'analyser les analyses. Et tout ce que,
comme geste sera répétitif, sera remplacé par un ordinateur. Nous disions dans un séminaire de la CNAF à quel point aujourd'hui des prestations seront faites par ordinateur. Mais si elles sont faites par ordinateur, est-ce qu'on ne peut pas mettre le temps disponible pour accompagner les parents à exercer leurs responsabilités de parents? Et donc je voudrais terminer en disant que c'est une formidable opportunité pour la France, à condition qu'elle retrouve la gourmandise du futur, à condition qu'elle accepte la rébellion. La rébellion, ce n'est pas la contestation d'un système, c'est un regard décalé. Or, vous les jeunes, vous ne devez pas accepter les poncifs qui sont les nôtres, et que l'avenir appartiendra non pas aux plus puissants, ni aux plus anciens, mais à ceux qui sauront se remettre en cause et à ceux qui sauront s'adapter. Et quand je vois l'évolution du métier de la Poste, ce n'est pas l'évolution pour l'évolution, c'est l'anticipation des besoins et l'acceptation de remettre de l'humain dans une technologie qui, sinon, va à nouveau nous déshumaniser et nous créer des séismes sociaux redoutables. Donc, soyez rebelles, soyez inventifs, soyez créatifs, et ne prenez pas quelqu'un qui pose un décalage comme quelqu'un qu'il faut écarter parce qu'il a tendance à nous mettre en inconfort. Les Chinois nous disent « l'inconfort mène à la vie, le confort mène à la mort ». Nous étions insouciants, nous devons maintenant être responsables.